Aujourd'hui, nous allons parler avec vous du rapport d'Amnesty International qui a été publié le 22 juin dernier, rapport qualifié d'injurieux à l'égard du Maroc. Le gouvernement marocain demandait à l'ONG de présenter des preuves étayant ce rapport ou de présenter des excuses, mais du côté de l'ONG, c'est le silence radio. Première question, que pensez-vous de ce rapport? En effet, ce rapport jusqu'à maintenant, ce n'est pas un rapport scientifique ou un rapport technique, c'est un ensemble de déclarations, de fausses déclarations et un ensemble de données, d'informations non vérifiées, non authentifiées, qui accusent les autorités marocaines d'une opération présumée d'espionnage. Donc, à ce jour, l'ONG Amnesty International n'a pas pu prouver ou aussi donner des preuves tangibles qui établissent la relation entre les autorités marocaines et ces opérations d'espionnage. Par ailleurs, il faut rappeler que en mai 2019, octobre 2019, l'administration de défense marocaine, par le biais de sa direction de système d'information, a publié deux bulletins de sécurité qui alertent les utilisateurs marocains de réseaux sociaux, et plus précisément WhatsApp, par rapport à des opérations d'intrusion via un logiciel qui a été cité dans le rapport. Donc, ce qui prouve la bonne foi des autorités marocaines. Après, si on revient au style du rapport, Amnesty dans ce rapport se positionne comme donneur de leçons, comme donnant des ordres aux autorités marocaines, et un rapport, si on peut dire entre guillemets, menaçant. Et c'est un style qui est un petit peu différent des autres rapports. Par rapport à Edward Snowden, l'ONG n'était pas sur l'offensive, mais plutôt sur la défensive, en demandant juste la grâce pour Edward Snowden. C'est très différent du style sulfureux. On peut dire que c'est plus des allégations plutôt que des preuves que ce que présente Amnesty dans ce rapport. Est-ce que vous pensez que cette affaire peut prendre une dimension juridique? Si oui, sur quelle base légale? Bien sûr, le recours judiciaire reste le dernier recours pour un gouvernement. Aucun gouvernement ne va être taxé de combattre les droits de l'homme, de ne pas entraver la liberté d'expression. Mais il faut rappeler aussi qu'on ne peut pas aussi nuire à l'image du Maroc et mettre un rapport qui est plein de fausses déclarations et d'allégations mensongères sans aucun fondement et espérer que les gouvernements attaqués ou les autorités ne fassent aucune réaction. Donc, bien sûr, si on analyse les propos du rapport au niveau si on se réfère au droit anglais, et plus précisément à la loi de la Defamation Act qui a été modifiée en 2013, qui date de 1996. Il y a trois critères qui peuvent en quelque sorte nous orienter, nous dire qu'une action de diffamation peut être intentée ou qu'il s'agit de propos, qu'il s'agit de fausses déclarations. Premièrement. Deuxièmement, qu'il s'agit que le demandeur il a été visé directement dans le cas d'espèce des autorités marocaines et que ça a été publié par des journaux ou par n'importe quel support de publication. En fait, il y a deux subdivisions en droit anglais. Il y a le libel et le slander. Libel lorsqu'il s'agit de diffamation qui a été publiée, slander lorsqu'il s'agit de propos médisants qui ont été prononcés oralement. Le siège de l'ONG est basé à Londres. Est-ce que cette organisation serait poursuivie donc en Grande-Bretagne? Si oui, comment et que risquerait-elle? Le droit anglais ne requiert pas que le plaignant soit résident en Grande-Bretagne. Ça veut dire que les personnes même étrangères qui n'ont même pas accès au territoire anglais peuvent intenter une action en justice. Les individus, les associations et les personnes qui sont personnes morales légalement constituées. Donc, pour bien évidemment, il faut intenter l'action par le biais d'un avocat qui est inscrit au barreau, qui a l'habilité à plaider devant les tribunaux anglais. Mais il faut aussi rappeler une chose au niveau de la jurisprudence du Royaume-Uni, c'est la jurisprudence d'Abyshire
County Council versus The Times en 1993 et qui, en quelque sorte, fait beaucoup de restrictions au gouvernement pour intenter une action en diffamation, mais par contre permet à tout membre du gouvernement à titre individuel de le faire. Le critère aussi, c'est que le critère pour le droit anglais, ce n'est pas la victime, mais plutôt l'électeur. Donc, il faut que ces lecteurs anglais ou les citoyens anglais aient connaissance de ce rapport. Dans le cas d'espèce, ils ont eu connaissance via plusieurs journaux anglais. Et donc, aussi, le montant du préjudice ou le montant de l'indemnisation est corrélatif ou dépend aussi du nombre de publications de journaux qui ont publié. Donc, pour l'action, qui pourrait être intentée. Il pourrait être intenté également par les opérateurs de tourisme, par exemple, parce que la destination du Maroc, il a été touchée, vu que les propos diffamatoires ont porté préjudice à l'image du Maroc. Aussi, cette action peut être intentée par l'association des présidents de communes et de régions, puisque les investissements directs étrangers peuvent aussi être impactés par ce genre. Donc, je pense que si on se lance dans ces deux actions en se basant en quelque sorte sur des associations ou des conglomérats économiques qui ont intérêt à agir, je pense que l'action a des chances très prometteuses, pour réussir. Et aussi que le montant de l'indemnisation sera conséquent. Au-delà de la compensation financière, ce procès permettra de discréditer cette ONG aux yeux de la communauté internationale et aussi revaloriser l'image du Maroc qui a été très impactée. Merci pour vos explications, maître, et à bientôt. Merci.